Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors petit test micro, est-ce que vous nous entendez bien? Si vous voulez, bien écrire dans le chat, que vous nous entendez bien pour qu'on soit sûr que tout soit OK. Bonjour Vini. Ah, très bien. Super, bienvenue à tous. Je vois que, donc on a déjà une quinzaine de connectés. En attendant que tout le monde, rejoigne le live meeting, voilà, je vais rapidement, me présenter déjà, avant de laisser la main, au fondateur de La Source. Donc du coup, je m'appelle Fanny, je travaille pour l'ITA, qui est la plateforme d'investissement, donc sur laquelle La Source réalise, sa levée de fonds citoyenne en ce moment. Rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore l'ITA, donc on est une plateforme d'investissement. On permet à des particuliers et à des professionnels d'investir qui ont été sélectionnés sur des critères de performance économique et financière, mais aussi et surtout sur des critères d'impact social et environnemental. Donc du coup, dans le cadre de notre activité, on organise des échanges avec les investisseurs et les entreprises en levée de fonds pour permettre un moment privilégié où les entrepreneurs peuvent vous présenter leurs projets et où vous pouvez vous leur poser toutes vos questions. Donc on a aujourd'hui avec nous Laurent et Alexandre qui sont les cofondateurs de La Source. Déjà, merci à vous deux de vous être rendus disponibles pour ce live meeting. Comment va être décomposé l'événement? Donc ça va être en plusieurs temps. D'abord, Laurent et Alexandre vont nous présenter l'activité de l'entreprise et la levée de fonds pendant une quinzaine de minutes. Et il y aura ensuite une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser dès maintenant, dès que vous le souhaitez, vos questions dans l'onglet dédié. Donc il y a un onglet questions juste à gauche du chat. Et on y reviendra à la fin de leur présentation. Voilà, donc Alexandre, Laurent, je vais vous laisser la parole pour vous présenter et débuter cet événement. C'est très Merci. gentil. Merci Fanny. Juste avant, parce qu'on en parlait il y a 2 secondes, on n'a toujours pas l'onglet questions de nous, mais Ok, à alors gauche. peut-être ça À va gauche. s'afficher quand il y aura une question. Ok. Merci à tous en tout cas d'être connectés. C'est très sympa. Nous, ça nous fait très plaisir de vous présenter cette école. Moi, je m'appelle Laurent Perlès. Alexandre, c'est lui. On a un support qu'on vous présente qui fait une vingtaine de slides. On n'a pas énormément de temps pour ça, donc il y a le temps des questions-réponses après. N'hésitez surtout pas à garder vos questions ou à les noter parce que peut-être qu'on passera un peu vite pour pas trop déborder. Je démarre maintenant. Vous l'avez devant les yeux. L'école s'appelle La Source. On est tous les deux d'anciens restaurateurs. Depuis une quinzaine d'années, on est tous les deux totalement passionnés par ce métier de restauration d'abord et aujourd'hui d'apprentissage de ces métiers pour des nouvelles raisons, ou en tout cas les raisons qu'on considère être les meilleures. Donc on a pensé que c'était le moment de créer un réseau d'écoles et de révolutionner, de repenser complètement les façons d'apprendre ce métier-là. Là, celle que vous voyez là, c'est le parrain originel de La Source qui s'appelle Laurent Petit, qui vient de revendre son restaurant qui était un 3 étoiles Michelin au Clos d'Essence, qui est un restaurateur très engagé. Et donc, qui a accompagné la création de cette école avec des valeurs et des codes qu'il comprenait complètement. Pour vous résumer en une phrase assez forte, on veut révolutionner la façon d'apprendre ce métier et recréer des vocations qui sont selon nous les meilleures. C'est-à-dire pourquoi on devient restaurateur, quel impact on peut avoir quand on est restaurateur sur les gens, sur le monde agricole évidemment, sur l'environnement, la place de la transition écologique là-dedans. On l'a créé il y a 2 ans, cette école-là. C'était le moment de le faire selon nous parce qu'il y avait notamment ces 3 grands défis que vous avez sous les yeux qui sont d'abord un défi éducatif puisqu'il y a entre 40 même parfois 50% de taux d'abandon dans les structures de formation depuis 5 à 10 ans. Les élèves sont grosso modo déçus de ce qu'ils y apprennent et surtout de ce qu'ils n'y apprennent pas, de la place ou non de la transition écologique et alimentaire, du gaspillage, de l'énergie, de la place du plastique, de l'empreinte carbone des assiettes, etc. dans ces structures-là. Donc, ils ne terminent pas leur cursus. Un défi économique qui est énorme parce que c'est un secteur qui est extrêmement pénurique.
comme d'autres, par exemple les milieux hospitaliers, le BTP, les transports et j'en passe d'autres. Il manque 200 à 250 000 personnes dans ce métier. Je pense que aujourd'hui, on le sait tous et vous aussi. Donc, il y a une vraie pénurie et on a très, très, très envie de participer à la réduire. Et évidemment, un grand défi environnemental puisque il y a un énorme sujet sur le gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration qui se compte en dizaines de milliers de tonnes, de millions de tonnes, pardon. Donc, ça remet un peu en perspective comment on apprend à travailler, comment on apprend à acheter, à sourcer et à utiliser des produits de la meilleure manière qui soit pour résoudre ces problèmes-là. Encore une fois, c'était un moment qu'on considérait très bon parce qu'il y a une vraie opportunité de marché. Ça peut être aussi très paradoxal, mais il y a une vraie énorme tendance et une vraie volonté dans notre pays de manger mieux. De manger mieux, ça veut dire beaucoup de choses, mais de faire en tout cas extrêmement attention à ce qu'on mange et comment on nourrit l'autre. Il y a une grande tendance de création de restauration dans des formats qui sont de plus en plus hybrides, différents. Ça va évidemment de la place de la street food, du snacking, jusqu'à des formats totalement campagnards, inattendus, etc. Donc, une vraie envie de créer des offres de restauration et d'une manière plus législative et publique, des dispositifs qui sont très, très favorables à ça, puisque le gouvernement, notamment grâce à des dispositifs comme Un jeune, une solution qui a été portée par le gouvernement Macron il y a quelques années et qui est reconduit, sponsorise vraiment lobbyise l'apprentissage par tout un dispositif d'allègement de charges, notamment pour les restaurateurs. Je vais vite, je respire pour vous laisser respirer comme moi. Voilà, donc on a écrit ce qui peut résumer un peu notre pensée. Il y a un vrai besoin de nouveaux profils. Quand on dit de nouveaux profils, c'est des profils qui peuvent être très larges, des profils très jeunes, des profils de reconversion professionnelle qui sont très intéressés par ces métiers, qui sont très engagés à titre personnel, des profils très différents qui peuvent notamment venir de l'exil ou de publics réfugiés. Qui peuvent participer à valoriser d'une autre manière ces métiers-là si on les forme correctement. Mission fondamentale, encore une fois, créer des vocations de demain sur une restauration beaucoup plus durable que ce qu'elle n'a été pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui. Modernisant les pratiques et les savoir-faire, on vous en dira beaucoup plus tout à l'heure, je pense, mais encore une fois, cette école, elle a la volonté de casser tous les codes qui existaient avant, que ce soit dans la façon d'apprendre, avec qui on apprend, dans quelle ambiance on apprend. Et c'est très important pour vraiment redonner une belle image de ce métier-là. Et c'est un peu une de nos grandes missions. Cette école, effectivement, elle est totalement pluridisciplinaire. Elle va de l'inspiration à la formation et elle accompagne notamment grâce à un programme d'incubation pour essayer de combler un petit peu tous les trous et d'avoir une vraie chaîne de valeur du début à la fin. On se positionne totalement à contre-courant. Pourquoi ? Parce que ce qu'on y apprend ici, c'est pas une cuisine d'étoilés, c'est pas une cuisine de techniciens, c'est une cuisine qui se veut extrêmement accessible et populaire. C'est un très très grand défi qu'on a aussi, c'est faire mieux à manger au meilleur prix possible. Et ça, on ne lâchera jamais cette mission et cette conviction. C'est de réapprendre à travailler, donc toute la place du produit et du gaspillage là-dedans, comment on peut arriver à créer des très bonnes assiettes fun, sexy, avec des bonnes qualités nutritionnelles pour pas cher, parce que sinon on considère que ça sert pas à grand-chose, que c'est toujours les mêmes qui mangent bien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on tient et qu'on lâche pas ici. Tout profil d'apprenant, comme je vous le disais, est bienvenu. C'est une école qui se veut extrêmement démocratique, extrêmement ouverte dans le partage, dans l'accessibilité et en tout cas la plus généreuse possible dans ses propositions. Bonjour à tous, je reprends le fil pour vous parler de l'école aujourd'hui. Comme me disait Laurent, donc on existe depuis un peu plus de 2 ans, mais on a surtout démarré notre premier cursus certifiant en septembre 2021 au sein de la Cité Fertile. On vous en dira plus sur l'écosystème dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'on a depuis donc septembre formé plus de 80 personnes
On en a 25 en cours de certification, là en ce moment à la Cité Fertile. Donc on est sur un métier aujourd'hui qui est le métier de cuisinier. On a évidemment l'ambition d'aller sur plusieurs autres métiers, mais on va dire qu'on commence à atteindre un peu la maturité en tout cas sur ce site-là, et c'est la raison pour laquelle aussi on veut se développer. Alors l'équipe aujourd'hui, elle est encore très modeste. On a une quinzaine de personnes avec nos intervenants experts. Le modèle d'une école, c'est assez simple, hein. Vous avez une équipe en structure qui vient gérer toute la partie prospection, recrutement, inscription. On est sur des modèles de financement quasiment à 100%. Ça veut dire que nos apprenants financent très peu en fonds propres. On bénéficie, comme disait Laurent, de plusieurs dispositifs, mais ça demande quand même un peu d'organisation parce que ça peut être assez complexe selon les dispositifs. Voilà l'état un peu de la source aujourd'hui. On est à effectivement 350 000 € de chiffre d'affaires. On va quasiment doubler cette année. Ce qui est le plus important, c'est que on se positionne aussi sur des formats un peu différents des écoles traditionnelles, et j'entends par école traditionnelle peut-être les lycées hôteliers que vous connaissez mieux ou les CFA. Nous, on a un vrai positionnement aussi en tant que restaurateur. Vous disiez Laurent, on est tous les deux d'anciens restaurateurs, donc on sert dans notre restaurant d'application chaque jour un certain nombre de repas. On en a fait plus de 1000 par mois depuis l'ouverture de l'école, et puis ça augmente chaque semaine. Si vous avez lu un peu la presse récemment, on a été élu dans les 20 tables à moins de 20 € en Île-de-France. Donc on est plutôt fiers de ça dans le magazine Le Monde. On est aussi présent dans le panorama, on va dire, de la restauration au sens large, et on ouvre vraiment les murs de l'école pour montrer ce qu'on fait. Je vous ai parlé du cursus certifiant qui s'appelle le Food Camp. On a 2 formats aujourd'hui. Un format qu'on appelle nous en initial, où vous venez au sein de l'école pendant 3 mois et ensuite vous faites un stage de 2 mois. Et à la suite de stage, vous passez un examen et vous êtes certifié. On a également le format en alternance qu'on a ouvert en octobre dernier, puisqu'on est CFA depuis octobre 2022, ce qui nous permet de faire de l'apprentissage. Et comme vous l'a dit également Laurent, il y a réellement beaucoup plus de demandes aujourd'hui pour de l'apprentissage sur ces métiers-là. Et pour l'apprentissage, on est sur un rythme un peu différent. On garde les 3 mois d'heures de cours in situ, mais ils vont se décomposer sur 7 mois au total, avec une expérience en entreprise en complément de nos ateliers ici à l'école. Dans le business model ensuite, ce qu'on a déjà commencé à faire et qui marche aussi très bien, c'est un modèle d'incubation. Il faut savoir que nos profils d'apprenants sont aussi des profils de personnes qui vont ouvrir potentiellement des restaurants ou des lieux où il y aura une offre de restauration. Et donc, on accompagne aussi ces profils-là à travers un programme qui dure 2 mois, qui est un programme d'incubation classique où pendant 8 semaines, ils doivent faire aboutir leur projet, autant sur la partie offre que sur la partie très concrète d'aménagement d'un lieu et de recherche d'un lieu et des financements qui vont avec. Voilà. Sur les 2 autres éléments du business model, vous avez également les masterclass. Donc les masterclass, ça c'est un format très grand public où on fait bénéficier en fait nos contenus pédagogiques à des personnes qui aimeraient s'intéresser par exemple à la pâtisserie végétale, à la fermentation, à plein d'autres ateliers. Notre vocation aussi, c'est d'essaimer à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans le grand public. C'est pour ça aussi qu'on a le restaurant d'application. Et donc, on aime aussi bien faire ces formats masterclass, qui sont des formats plus courts. Généralement, c'est plutôt 2 heures. Ça peut aller jusqu'à 3 heures selon les ateliers, mais c'est ce qu'on va aussi énormément développer dans les années à venir. Et sur la partie très professionnelle, on accompagne aujourd'hui des groupes comme Accor, Groupe Bertrand. On a même fait une mission pour le Ritz très récemment, qui aujourd'hui s'intéresse énormément au sujet de l'alimentation durable et
ont besoin de faire monter en compétence leurs équipes sur cette cuisine dite plus durable. Je vais passer assez vite là-dessus, mais vous comprenez bien que l'expérience d'apprentissage, c'est un sujet très important pour nous. On essaye de créer quelque chose de vraiment plus inspirant, dans un cadre très inspirant, avec des intervenants et des experts inspirants. Et on essaye de tout faire pour que du début à la fin, on n'ait pas de gens qui quittent la formation. Aujourd'hui, on a 100% de gens qui passent leur examen. On a juste une personne qui a choisi de ne pas le passer in fine, mais parce qu'elle a été rattrapée par son projet de restauration et a ouvert plus vite que prévu. Mais on est très connecté aussi il y a pas mal de restaurateurs que vous connaissez peut-être dans nos partenaires, parce que comme on a développé l'apprentissage il y a très peu de temps, on a aussi créé un réseau de 100-150 restaurateurs qui aujourd'hui à la fois adhèrent à notre charte d'engagement, notamment sur le volet environnemental ou même social, et dans lesquels on place nos apprentis. Et c'est très important pour nous que nos apprentis soient bien placés. Voilà. Donc ça, c'est la Cité Fertile. Je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas loin de Paris, à venir nous visiter et à venir déguster ce que préparent nos apprenants. On est ouvert tous les jours, donc du lundi au jeudi. Et le midi, vous avez une offre qui change tous les jours et qui est préparée par nos apprenants. Notre ambition aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on engage cette levée de fonds, c'est de devenir vraiment une école référente dans le panorama des écoles qui sont dédiées à ce secteur de la restauration. Ouvrir une école, pour nous, c'est ouvrir, on va dire, le même modèle que ce qu'on a fait à la Cité Fertile. On a réfléchi aujourd'hui à deux formats. On a un format qu'on appelle Food School, qui est un format où on peut accueillir jusqu'à 120 élèves par an. On a également un format Food Campus, qui est un format où on aura différents métiers également. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on fait de la cuisine, mais demain, déjà dès septembre, on va préparer un nouveau cursus en pâtisserie. On va aussi s'intéresser à d'autres métiers, des métiers par exemple dans le monde du bar, où il y a aussi énormément de pénurie. L'idée de l'école, c'est d'être vraiment le plus pluridisciplinaire possible. Je détaillerai un peu plus après les différents chiffres qui sont liés à notre roadmap. Ça va sur le temps, là? On est comment? On est pas mal, je crois que… Oui, c'est bon. On est pas mal. Je reviens à la source de cette histoire pour nous, qui est qu'on a très envie on avait très envie d'avoir un projet aussi, qui soit impactant, qui a un vrai rôle sur plusieurs missions très fortes. On mesure tout, ce qu'on fait ici, du gaspillage alimentaire, en passant par l'empreinte carbone de ce qu'on fait. On vous a fait un petit résumé ici. Le restaurant, il sert à beaucoup de choses pour les élèves, mais il sert aussi à pouvoir faire profiter de ce qu'on fait, de la qualité de nos produits et des techniques qu'on y associe à des gens qu'on invite, évidemment, pour en profiter, pour transformer ce restaurant-là en un vrai lieu de sensibilisation et de meilleure alimentation. Donc, ça se compte en dizaines de milliers aujourd'hui. On en est très fiers. À chaque fois qu'on s'installe quelque part, évidemment, pour une question évidente de kilomètres et de circuits courts, on sollicite le bassin dans lequel on se trouve. On vous racontera après, on vient de terminer ce travail-là à Bordeaux notamment, et on le redémarre à Toulouse. Donc, on essaie vraiment d'être extrêmement proche des artisans, quels qu'ils soient, vignerons, maraîchers, pêcheurs, paysans, etc., pour que on leur fasse profiter de notre arrivée. Et on fait extrêmement attention à ne rien gaspiller, en tout cas tendre vers un vrai zéro gaspille. Donc, nos produits ont plusieurs vies à la source, jusqu'à leur vie finale, qui est peut-être même la plus jolie, qui est le don. On est en train de développer un vrai modèle autour de ça, de l'approvisionnement jusqu'à la dernière vie d'un produit. Et on peut arriver à estimer aujourd'hui que sur l'année 2021, par exemple, il y a plus d'1 tonne de produits qui ont été sauvés, en tout cas, ça aurait été dans une restauration plus traditionnelle. Donc, si on multiplie ça par un nombre d'écoles un peu important, il y aura un vrai impact dans les bassins qui seront les prochains bassins. Alex vous en a parlé, 2 formats.
pour faire simple, il y a un petit format, un grand format, un format qui est Food School, où on a à peu près une grosse centaine d'apprenants par an, et puis un format un peu plus grand. Ça sera notamment, le premier sera à Bercy, dans le 12e l'année prochaine, qui est un food campus qui peut accueillir à peu près 300 à 350 personnes sur plusieurs métiers. Voilà, donc là, on vous présente un petit peu la feuille de route des prochains mois, prochaines années. L'idée, c'est de créer vraiment un vrai réseau d'écoles de proximité. Pourquoi ? Parce que, on est absolument convaincu qu'avec l'année qu'on a passée, que le modèle est bon et qu'il plaît énormément, tant du côté des élèves que du côté des pros, et parce qu'il y a aussi des considérations sur des études qui montrent évidemment que les gens se forment grosso modo à 80 à 90 km de chez eux et pas beaucoup plus. Donc, on a voilà, des prochaines implantations. L'école de Darwin, les premiers élèves ont été accueillis le 6 mars dernier. Voilà, c'est à tout frais dans un écosystème qui est absolument génial. Si vous ne le connaissez pas, allez-y aussi parce que c'est remarquable. Ça s'appelle Darwin. C'est un vrai environnement autour d'une économie très propre, très vertueuse et solidaire. Les Halles de la Cartoucherie, c'est un projet de la région Occitanie à Toulouse qui va être absolument immense et qui intégrera des notions comme la culture, le sport pour tous, l'éducation pour tous et une immense halle gourmande très engagée dans laquelle on va s'implanter avec une école d'application encore. Bercy, je vous en ai parlé, et puis un projet un peu plus lointain mais qui prend une très jolie forme en ce moment, qui est un projet qui s'appelle la Plateforme à Marseille, qui est un quartier totalement repensé autour de l'éducation pour tous aussi, et dans laquelle on va pouvoir s'implanter. Évidemment, et ça, j'insiste encore une fois, mais on vous répondra à tout ce que vous voulez, on ne peut pas tout vous dire là. Cette école, elle est destinée à former le mieux possible, le plus de gens possible, et tous ceux qui doivent en avoir le droit. Voilà, donc on a un objectif à 3 ans, un premier en tout cas, qui est d'arriver à remplir nos promotions de au moins 30% de personnes issues de l'insertion. Donc, c'est personnes qui sont peut-être en recherche d'une seconde chance académique, qui ont un peu décroché, qui ne se retrouvent pas en tout cas dans la pédagogie ou dans les formats pédagogiques qu'on peut leur proposer traditionnellement. Chez nous, c'est extrêmement immersif, on les sollicite beaucoup. Au-delà d'apprendre, ils vivent vraiment, ils ont des journées qui sont intenses, qui sont denses, pour lesquelles ils ont beaucoup de choses à apporter. Donc, normalement, on devrait casser aussi ce modèle grâce à ça. Et voilà, et donc arriver assez rapidement, notamment par toute une série de partenariats qu'on a mis en place, à offrir une vraie chance académique à ces gens-là, ou à des personnes qui peuvent être des nouveaux arrivants sous protection internationale avec un statut de réfugié. On est en très belle discussion sur des chantiers avec France Terre d'Asile, la Maison des Réfugiés, etc. C'est pas une envie, c'est une vraie mission qu'on se donne et qu'on va réaliser d'ici 3 ans. Tout ce qu'on vous dit là, il y a des moyens pour ça. Hein. Alex, vous parlez de l'alternance grâce au CFA qui permet de toucher un public qui n'est pas un public d'anciens actifs, qui n'a pas cotisé et qui peut donc évidemment bénéficier d'un salaire pendant qu'il se forme. Et c'est absolument super comme ça. Des choses plus administratives qui s'appellent les plans régionaux de formation qui permettent notamment d'apparaître dans des catalogues nationaux chez Pôle emploi, etc. Et qui élargissent assez considérablement le spectre des publics qu'on peut accueillir. Les collaborations, je vous laisse donner et on y reviendra quand vous voudrez, évidemment. Tu nous dis, Fanny, hein, si on doit s'arrêter, je voulais juste peut-être conclure sur cette levée de fonds parce que vous êtes aussi là aujourd'hui dans le cadre de cette levée via l'ITA. Donc, il faut savoir que l'ITA s'inscrit dans une levée plus globale pour cette phase de développement qui est importante pour nous parce que c'est la première phase de développement du modèle de l'école qu'on a fait à Paris dans d'autres régions. Si vous voulez avoir des grandes données, l'objectif pour nous, c'est d'ici donc les 24 prochains mois, c'est qu'on ait formé à peu près 650 apprenants pour atteindre un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros. Et pour ça, on a besoin de cette levée d'1 million d'euros.
qu'on viendra organiser autour d'une partie en non dilutif, donc qu'on fait avec l'ITA via une augmentation de capital, mais aussi on a des partenaires bancaires. Donc là, c'est la même chose, on a une logique très cohérente aussi, on essaie de trouver des partenaires bancaires qui sont dans les mêmes valeurs que nous. On a déjà la NEF qui nous a confirmé un accompagnement, la BPNI qui nous a déjà accompagné à la première phase, mais qui viendra nous accompagner dans cette deuxième phase également. Et une banque qui s'appelle aussi le Crédit Coopératif, qui notamment investit aussi dans des lieux, des écosystèmes dans lesquels on sera, type ici la Cité Fertile, Darwin ou la Cartoucherie de Toulouse. Donc voilà, on a fait une première partie de la levée déjà avec certains investisseurs qui étaient hors l'ITA. Et là, on est plutôt sur la deuxième partie et on espère que ça va aussi bien marcher avec vous. En tout cas, on est déjà très bien engagé dans notre développement, comme vous avez pu le constater. Et on est impatient de pouvoir, entre guillemets, s'aimer notre projet un peu partout en France aujourd'hui. Super, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très détaillée. Et voilà, nous, chez l'ITA, on est ravis de faire partie de l'écosystème qui gravite autour de la source et de permettre donc à des particuliers d'investir et de porter le projet avec vous. D'ailleurs, en parlant d'écosystème, on avait un message de Vini dans le chat qui nous disait que les Halles de la Cartoucherie, c'est un projet qui a été porté par la foncière Belleville, et donc Belleville qui a été financé via l'ITA en 2020. Donc, comme quoi, il y a énormément de ponts dans cet écosystème de l'impact. Et donc, oui, on a déjà une petite dizaine de questions. Merci à tous. Je vois que le projet vous intéresse beaucoup. On va y revenir sur chacune d'entre elles. Alors, je ne sais pas si vous les voyez maintenant, Laurent. Ça y est, c'est bon. Super. On les voit. Parfait. Donc voilà, je vais vous les poser et puis donc il y a déjà les deux premières. Je suis partie du bas. Les deux premières questions qui avaient été posées au début de Célia et Marie, donc se rejoignent un petit peu. Donc voilà, Célia qui vous dit bravo pour ce projet très inspirant. Comment rendre la formation accessible aux personnes avec des difficultés financières dont vous faites référence, donc personnes réfugiées, personnes en réinsertion. Y a-t-il des aides pour financer ce type de formation? Donc voilà, ça va dans la continuité. La question de Marie sur les dispositifs de financement possibles. Oui, alors merci en tout cas pour la question. À savoir que pour ce qui est des réfugiés, par exemple, les réfugiés avec un statut de réfugié, ce qui est important, ont absolument tous les mêmes droits que nous, sauf le droit de vote. Donc, ils peuvent s'inscrire à Pôle emploi, ils peuvent être financés par Pôle emploi sur des formations qui sont certifiantes comme la nôtre. Et ils ont à leur disposition un tas d'aides, notamment via le Conseil régional aussi, qui ont des poches spécialisées pour des publics dits quand même très fragiles. L'Association nationale des missions locales aussi a un rôle assez prescripteur là-dedans. Donc oui, première partie de ma réponse. Deuxième, c'est dans les tuyaux, c'est pas pour faire des confidences, mais c'est quelque chose qu'on a très 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 envie de développer, la création d'un fonds de dotation qui permettrait notamment de se rapprocher de ce qu'on appelle le mécénat d'entreprise pour la création d'une bourse, d'une bourse qui puisse être capitalisée quand même avec un volume assez sympa et permettre de financer tous ceux qui, malheureusement, ou parfois même, c'est aussi idiot que des questions de timing, de création de dossier, mais qui n'auraient pas une solution de financement, une possibilité de financement pour se former. On déclencherait du coup la formation par la bourse. Voilà les deux principales actions qu'on a à notre disposition. La France étant quand même un État assez providentiel pour ce genre de questions-là, on a jusqu'à aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, vraiment complété tous les profils de financement qui se sont présentés. Et il y en a eu, je ne sais pas, peut-être au doigt mouillé comme ça, 20 ou 25 différents, notamment des profils assez fragiles. Voilà, j'espère que ça répond. Oui, je pense que oui, merci. Célia, Marie, si jamais ça n'y répond que partiellement, n'hésitez pas à demander un complément. Une question de Philippe ensuite. Donc, vous avez parlé d'intervenants. Comment sont recrutés ces intervenants professeurs? Quel statut ont-ils? Employés, CDD, CDI?
Merci Philippe pour la question. Bon, c'est assez simple. On a effectivement des intervenants qui sont salariés de l'école. Ce sont, par exemple, pour la Cité Fertile aujourd'hui, on a notre chef principal exécutif qui est salarié de la Source et qui est un peu le directeur du programme cuisine. Il a à la fois un rôle pédagogique, d'encadrement et de coordination, mais il participe aussi à des ateliers et il participe également aussi au restaurant d'application. Donc lui est complètement salarié de la Source. On a une deuxième personne qui nous rejoint qui va être une sorte de collaborateur second qui va être épaulé donc par cette personne. Voilà. Et ensuite, on a la plupart de nos intervenants qui sont des intervenants extérieurs. Pour certains, en fait, ils n'ont pas forcément suffisamment d'heures pour être aujourd'hui employés à temps plein. Mais on n'a pas trop de difficultés à trouver nos intervenants aujourd'hui. D'une part, parce que on a quand même de plus en plus de gens qui veulent transformer ce secteur et qui veulent vraiment, entre guillemets, voilà, transmettre ces nouvelles valeurs et qui sont des gens issus du monde professionnel, qui ont des activités dans ce secteur-là. Et donc, par exemple, pour Bordeaux, on a eu, je sais pas, 10 fois plus de gens qui ont candidaté par rapport au nombre de postes qui étaient ouverts. Et donc, voilà, on pense que demain, le recrutement sera pas un sujet. On sent qu'il y a vraiment des gens de plus en plus engagés, qui ont envie de transmettre et qui ont envie de partager leur passion. Et il y aura toujours un équilibre entre des gens qui ont déjà des activités, mais qui peuvent quand même participer à des ateliers chez nous, et des gens qui souhaitent rejoindre la voiture à 100% et à temps plein. Top. Merci. Ça va du coup un petit peu avec la question de Rebecca qui demandait qui sont les cuisiniers qui forment les apprentis et comment les sollicitez-vous. Je ne sais pas en tout cas si ça a répondu à Rebecca aussi, mais si jamais Rebecca... Je peux compléter cette réponse-là. Quand on dit une école à contre-courant, nous on parle d'anti-académique, etc. C'est pas des petites notions. On voulait que cette nouvelle école transpire vraiment une passion partagée, quoi. Voilà, c'est pas du tout un enseignement ni descendant, ni binaire, ni passif, etc. Il y a une vraie collaboration entre apprenants et j'allais dire chefs et intervenants. Les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, ils sont choisis vraiment sur ces notions-là. C'est-à-dire que, à la limite, si je pousse un peu le trait, on privilégie largement des pros passionnés, complètement avant-gardistes, qui sont déjà en train de changer les choses, qui ont publié des bouquins, qui sont en avance sur des thèmes notamment très forts sur la transition alimentaire. Et notre rôle aussi en tant que campus, c'est de pouvoir un peu leur filer un coup de main, de cadrer un peu leur folie et leur engagement à travers des séquences pédagogiques qui sont quand même très bien définies et de les aider à dérouler ça au sein de l'école. Mais l'idée, c'est que cette école-là, elle sente tout sauf ce qui se rapproche d'un univers sémantique scolaire, voilà, traditionnel. C'est quelque chose qui est extrêmement dans le partage. C'est des gens qui viennent, qui sont très en demande d'apprendre sur des notions qui sont encore une fois très fortes et très engagées, et donc qui sont, voilà, qui boivent les paroles de ces gens-là, qui ont très, très, très envie de transmettre leur engagement à titre professionnel. Voilà. Donc, on essaie que ça ressemble en tout cas plus à du mentorat, du partage d'expérience, etc., que d'une relation prof-élève. Très clair. Merci Laurent. Une question de Marie. Avez-vous des chiffres sur le taux d'employabilité des apprenants sortants? Alors oui, on va vous partager d'ailleurs prochainement dans le dossier d'investissement l'ensemble des indicateurs qu'on suit. Et parmi ces indicateurs, vous avez ce qu'on appelle nous donc le taux d'employabilité. Donc on a aujourd'hui,
comme je vous l'avais dit, à peu près sur 80 élèves formés, on a à peu près 30% de gens qui ont un CDI. Donc, de gens qui ont retrouvé un CDI post-certification. Ensuite, comme je vous avais dit aussi, on a une grande majorité qui sont des futurs entrepreneurs et qui sont en création de restaurants. Et donc, la statistique exacte, c'est 55% des autres diplômés sont soit en cours d'ouverture de leur restaurant, soit ont déjà ouvert le restaurant. Et sur le reste, ce sont dit pour nous des contrats précaires, donc ce sont des gens qui sont soit encore en stage, en extra ou en CDD, parfois parce qu'ils ont souhaité prolonger leur apprentissage, ou soit parfois parce qu'ils sont encore je dirais en recherche d'expérience, et voilà, mais n'ont pas souhaité encore signer un CDI. Super. Une question de Vini qui demande comment vous faites-vous connaître les formations aux potentiels intéressés. On a peut-être vos canaux de communication, acquisition, etc. Eh ben, on fait tout ce qu'on a pu faire jusque-là. Encore une fois, on était une jeune école, donc on avait des moyens à disposition qui n'étaient pas illimités. On a essayé d'être évidemment malin. On a pas mal utilisé, on utilise toujours beaucoup les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn principalement. On est en train de développer tout un aspect, tout un chantier vidéo, notamment sur YouTube et TikTok, pour pouvoir vraiment montrer quasiment quotidiennement ce qu'on fait, parce qu'on a très envie de le montrer à tout le monde. On a évidemment participé à des événements que vous connaissez sûrement. On en a fait pas mal l'année dernière. On a fait des salons type salon du travail, de la mobilité sociale ou de la reconversion, mais on a fait des trucs qui nous ressemblent plus encore, puisqu'on a eu la chance d'être, j'allais dire choisi, mais le mot m'échappe, de pouvoir participer à Wheel of Green, parce qu'il y avait à peu près 700 candidatures, ils ont pris 51 stands. Donc, on a participé à Wheel of Green et on en a fait tout un événement de com aussi, au-delà de l'expérience que ça pouvait offrir aux élèves. On a fait les toquets de l'agriculture, on a fait Taste of Paris, des salons sur lesquels on a malheureusement dû mettre une croix parce que c'est des salons qui coûtaient extrêmement cher, type Omnivore et le CIRA, qu'on aurait adoré faire, mais qu'on fera, j'espère, l'année prochaine. Donc, on a un recrutement via une communication qui est soit physique, soit digitale assez forte. Ça marche très bien. Le site internet, notamment via une stratégie aussi SEO qu'on développe par un magazine en ligne gratuit qui s'appelle Canopé, que je vous invite à lire, qui est assez sympa, où il y a vidéo, articles et podcasts, puisqu'on a tourné une série de podcasts aussi, je crois qu'on en a 10 ou 12. Et ensuite de ça, on a une stratégie de marketing digital qui est assez traditionnelle, de positionnement dans la SERP Google, de campagne de mots-clés et de SEA assez traditionnelle. Pour compléter ce que dit Laurent, on a également des partenaires qui relaient pas mal aussi nos formations. Peut-être un des partenaires que vous connaissez dans le monde de la restauration un peu durable, c'est Ecotable, qui est vraiment, on a créé nos structures un peu en même temps. Et il faut savoir qu'on a déjà un restaurant labellisé 2 Ecotable. C'est le premier restaurant d'application d'ailleurs d'une école qui est labellisé Ecotable. On est également partenaire avec Make Sense et notamment Jobs Make Sense, qui relaie pas mal nos formations, qui nous apporte aussi pas mal d'apprenants. Et vraiment aujourd'hui, de plus en plus, le bouche à oreille, donc des anciens apprenants qui parlent de l'école. On commence à avoir un chiffre assez important aussi de gens qui viennent simplement par le bouche à oreille. Et c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui quand même très différenciant par rapport à notre formation. Et on n'a pas encore suffisamment de place pour accueillir tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on se développe. Mais on a effectivement aussi beaucoup de demandes comme ça naturelles qui viennent.
Super, merci pour cette réponse complète. Du coup, une autre question de Vinny, je pense, du coup, qui doit habiter potentiellement en Île-de-France, qui demande quel est le prix moyen d'un repas au restaurant d'application, donc à la Cité Fertile. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez détailler ce qu'est un restaurant d'application? Ah oui, avec plaisir. Restaurant d'application, c'est un restaurant qui existe depuis longtemps dans les écoles très traditionnelles françaises de cuisine. C'était un peu le passage au mérite, quoi, dans les derniers mois de sa formation en bachelor notamment. On avait le droit d'aller servir un peu les copains j'exagère un peu, mais les copains du directeur et de passer par le restaurant d'application avant de se lancer dans le grand bain. Nous, le resto d'application, ça nous est apparu comme une évidence de le mettre, non pas de ne pas l'utiliser de cette manière-là, mais de le mettre au centre du programme. On voulait absolument montrer le meilleur visage de ce métier-là. Pour le montrer, il fallait qu'il y ait un restaurant qui prenne une place assez prépondérante et qui soit un peu le cœur de ce programme-là pour que les élèves vivent une expérience vraiment réelle, qui se rendent compte de ce qu'est ce métier-là. Encore une fois, dans une forme et un scénario de restauration qui est plutôt top. Le restaurant est vraiment extra. Le restaurant d'application, en fait, les élèves, pour comprendre, une promotion de 20 personnes, on la sépare en deux groupes. On la sépare en deux groupes qui se séparent le lundi. Il y a un premier groupe qui va travailler pendant du lundi au jeudi, qui va opérer le restaurant d'application, donc qui va tous les jours en fait apprendre et suivre les séquences pédagogiques du programme Food Camp dans des conditions réelles de restauration. Pendant que l'autre groupe, l'autre équipe, est ce qu'on appelle nous un laboratoire, suit des cours. Alors là, pour le coup, d'une manière un peu plus connue, dans un temps un peu plus scolaire, parce qu'il y a ce besoin-là, forcément, quand on n'a jamais tenu un couteau de sa vie. Ces cours-là, c'est tous les lundis, techniques de cuisine de base et un peu approfondies. Le mardi, c'est de la pâtisserie végétale. Le mercredi, c'est de la fermentation. Le jeudi, c'est des techniques de cuisine associées à l'anti-gaspillage. Et voilà, ils changent toutes les semaines. Tout ce qui est produit en atelier, parce qu'il y a évidemment beaucoup de production, sert à 80% au restaurant d'application. Tout ce qui peut être produit en fermentation, toutes les pâtisseries qui sortent des ateliers pâtisserie sont évidemment les pâtisseries du restaurant. Le vendredi, les élèves se retrouvent pour des matières qu'ils ont en commun autour du vin, du café, du bar, etc. Donc le restaurant d'application, il est vraiment essentiel parce que je crois vraiment aujourd'hui qu'on a, c'est quelque chose c'est la chose probablement la plus appréciée chez nous. Ils ont sur le mode un peu des écoles de production, ils ont un sentiment, ils ont une satisfaction tout de suite de ce qu'ils font, de ce qu'ils font tous d'ailleurs, puisque tout se voit au restaurant d'application, tout ce qui est fait le matin en mise en place ou en atelier par l'autre équipe, et que le restaurant marche très bien. Combien coûte un repas? Aujourd'hui, il coûte le menu entrée plat dessert végétarien coûte 16 €, le carnet vaut 17 €. C'est évidemment des prix qui sont ultra sympas, ultra attractifs, puisqu'on n'a évidemment pas l'obligation d'appliquer les mêmes marges que la restauration traditionnelle et on en profite très fort parce que ça nous fait très plaisir de pouvoir appliquer ces prix-là sur des produits qui sont, qui sont ultra sourcés, qui viennent du bassin francilien, qui sont choisis, qui sont issus soit d'un élevage extrêmement raisonné, soit d'une culture en permaculture ou au mieux en bio au minimum. Donc, les produits sont vraiment super. L'ambiance est géniale parce que c'est vivant, c'est léger, c'est pas des employés, c'est des gens qui se forment. Donc, c'est des gens qui prennent un plaisir énorme à passer du temps à table, à expliquer, raconter les provenances, les textures, ce qu'ils ont fait le matin, ce que leurs copains ont fait en atelier. Donc, ce restaurant, il montre un peu, il a le mérite de montrer en 2 heures de service de midi à 14 h ce qu'on défend, voilà, de l'ambiance, l'atmosphère, l'état d'esprit qui, selon nous, doit très vite, qu'on doit très vite retrouver dans ce métier qui s'est un peu perdu dans la violence, la bêtise, les mauvaises blagues et les mauvaises conditions de travail, voilà. Donc, de pouvoir montrer ça au sein d'un restaurant, c'était hyper important. Super, ça donne très envie de venir tester.
Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, à la Cité Fertile à Pantin. Donc on va finir sur, 3 questions liées, à la levée de fonds. La première, donc celle de Marina qui demande: «Pourquoi faire appel aux citoyens pour lever des fonds?» C'est une très bonne question, mais c'est une question qui est importante pour nous parce que on considère aujourd'hui que cette école a une mission aussi sociétale et plus largement, nous notre ambition, c'est d'avoir un impact global sur l'alimentation au sens large. Il n'est pas du tout impossible que demain, on s'engage beaucoup plus aussi dans la voie de la restauration collective. La restauration collective, c'est aussi un secteur qui a besoin d'être énormément transformé. On commence à avoir des appels du pied de pas mal de collectivités qui aujourd'hui viennent nous voir en nous demandant de les aider sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques. Et donc, on pense que c'est un sujet qui, évidemment, concerne avant tout les acteurs de ce secteur-là, mais qui concerne plus largement les citoyens qu'on est tous et je pense qu'on partage tous l'envie de quand même mieux s'alimenter, à la fois pour des questions environnementales, mais aussi simplement de bien-être et de santé. Voilà. Super. Une question donc dans la continuité de Philippe qui demande: à quoi servira concrètement l'argent obtenu lors de cette levée de fonds? Donc sur le diapo, par exemple, Food School et Food Campus, 500 000 €. Comment cela est-il ventilé? Achat de locaux, matériel de cuisine, etc. Si vous voulez un peu détailler. Ouais, alors vous aurez, je crois, accès de toute façon au business plan détaillé aussi dans le dossier d'investissement. Le principal de la levée va être employé à l'investissement pour l'ouverture de ces nouvelles structures. On a la chance, le montant n'est pas très important parce qu'on a la chance d'être aussi financé par soit les régions, parce que aujourd'hui, par exemple, avec la région Occitanie, on a la possibilité de se faire financer au moins la moitié des investissements d'installation. Ce qui nous permet quand même de créer une structure qui n'existe pas du tout, parce que par exemple, le projet à la cartoucherie, c'est vraiment, on part de zéro. Le site est encore en travaux et on vient créer dans cette grande halle gourmande 2 laboratoires avec un kiosque où nos apprenants vont pratiquer tous les jours. Donc, une bonne partie de l'investissement est dédiée à l'ouverture de ces sites, mais on a aussi la participation indirecte, soit de la région, soit de foncières qui viennent aussi créer ces nouveaux lieux-là. Et le reste, c'est juste le renforcement aussi de la structure, parce que vous imaginez bien que gérer, au moins, si on se projette dans les 24 prochains mois, 650 apprenants par an, ça demande quand même un peu de personnes pour tout l'aspect administratif et surtout qu'on est très impliqué aussi dans la vie des apprenants, donc on est très présent. Et ça veut dire des évaluations constantes de est-ce que ça se passe bien, des coordinations avec l'ensemble de nos intervenants, tout le process de financement et d'inscription de nos apprenants. Donc ça demande aussi un renforcement de la structure. Super. Et dans tous les cas, tout ça sera bien détaillé, comme tu le disais, Alexandre, dans le dossier d'investissement qui va être bientôt disponible. Et donc, on peut finir avec la question de Samia qui demande quand est prévue l'ouverture officielle au capital, donc l'ouverture de la collecte. Dans les prochains jours, on l'espère. Donc, il y a les dernières discussions actuellement, donc entre l'ITA et la source notamment. Donc, d'ici fin mars, a priori, on devrait pouvoir ouvrir la collecte. Si jamais vous avez enregistré une intention d'investissement, vous recevrez un mail en priorité
pour vous dire que la collecte est bien ouverte. Donc voilà, n'hésitez pas à investir si vous êtes convaincu par le projet. Donc vous aurez le dossier détaillé pour vous documenter aussi davantage sur la source. Donc n'hésitez pas à le lire tranquillement avant de convertir votre intention. Voilà, et j'ajouterais aussi un élément important. Donc, c'est un investissement en actions qui est éligible à la réduction d'impôt et donc qui est passé très récemment. Donc, le week-end dernier, à 25% du montant investi. C'était à 18% depuis janvier. Donc là, on est repassé sur un taux à 25%. Donc, tous vos investissements seront donc éligibles à ce taux. Donc, ce qui est assez intéressant. Et donc voilà, n'hésitez pas, si besoin, si vous avez besoin de plus d'informations sur l'investissement, sur l'ITA, sur l'inscription, à nous contacter. Les équipes de l'ITA, on se tient à disposition. Et puis si jamais vous avez plus de questions pour Laurent et Alexandre, je pense qu'ils seront tout à fait d'accord pour une mise en relation si besoin. Voilà, donc merci encore. Je ne sais pas si vous... Nous, en tout cas, ouais, bah, Oui. c'est frustrant parce qu'on ne se voit pas et comme on est assez sentimentaux Oui. chez nous, on aime bien ça. Mais de toute façon, un vrai merci pour votre intérêt parce que si on est là et qu'on se parle, c'est qu'il y en a un qui se transforme ou pas. Mais déjà, nous, plus on constate comme ça que ça intéresse des gens, quels qu'ils soient, plus bah voilà, ça nous fait avancer, c'est sûr. On a vraiment on a très, très, très envie de développer ce projet parce que on ne se dit pas que le plus dur est passé, mais que le plus gros de ce qu'on devait vérifier sur tous les formats et cette proposition un peu forte pédagogique qu'on a mis en place, et bon, on sait aujourd'hui, pas de notre bouche à nous, mais de celle des pros et des élèves, que bah, je ne sais pas que c'est la meilleure, mais qu'en tout cas elle est très bonne et qu'elle fonctionne, et qu'elle répond à un vrai besoin, et qu'elle modernise vraiment ce secteur et j'espère à terme, on espère tous, ce métier qui en a quand même vraiment besoin. Il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, l'intérêt de tout le monde est génial pour nous parce que ça nous, d'une manière ou d'une autre, ça nous conforte, ça nous fait avancer. Donc merci pour ce moment-là, merci pour votre dispo et votre intérêt en tout cas, vraiment. Oui. Merci à vous aussi pour votre engagement et votre participation. Je pense que tous les participants sont très contents d'avoir pu découvrir votre activité de manière transparente comme vous l'avez fait. Donc, merci encore. Voilà, je vois que dans le chat, donc Virginie qui nous remercie pour cette intervention. Très beau projet qui mérite d'être suivi. Merci à tous et toutes pour vos mots. Et puis, voilà, n'hésitez pas, évidemment, on reste en contact pour la suite et vous aurez bientôt accès à plus d'informations grâce au dossier d'investissement et puis le passage en collecte très bientôt. Donc, restez connectés. Et merci encore, Laurent, Alexandre, pour votre participation aujourd'hui. Canon, merci beaucoup. Merci encore. Fanny pour l'organisation. Merci à tous. Bonne merci journée. à tous. Bonne bientôt. journée. Au revoir.